Conservateur au musée Guimet, maître de conférences à l'école du Louvre, inspecteur des musées de province, il a rempli de nombreuses fonctions, tant dans la communication que l'audiovisuel ou encore la culture. En 2010, il a été responsable du pavillon français à l'exposition universelle de Shanghai. C'est également un grand romancier de la Chine ancienne. Il a conquis le public avec ses séries romanesques telles que Le Disque de Jade, L'Impératrice de la Soie ou encore L'Empire des larmes. C'est José Frêche que nous recevons ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir José Frêche. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir avec nous. Vous venez de publier aux éditions XO un livre très émouvant qui s'appelle Nous étions deux. C'est un récit intimiste, bouleversant que vous avez écrit suite à la perte de votre frère jumeau, Jean-Benoît. Et avec Jean-Benoît, vous ne faisiez qu'un, donc d'où ce titre, Nous étions deux. Vous pensiez, semble-t-il, que vous aviez l'éternité devant vous. C'est vrai qu'on n'envisage jamais la mort des êtres qui vous sont plus chers. Et puis, il a eu un cancer du rein qui a été, si j'ai bien compris, diagnostiqué un peu tardivement, trop tardivement. Et même si vous y étiez préparé, vous racontez à quel point le fait de voir votre double, finalement, sur un lit de mort a été un choc absolument gigantesque. Oui, parce qu'en fait, nous étions des vrais jumeaux, hein, c'est-à-dire des monozygotes et seuls fratries, c'est-à-dire nous n'avions pas d'autres frères et sœurs. Et donc, moi, j'ai vécu toute ma petite enfance et mon enfance avec un double, au milieu des sans-pareils, comme le dit Michel Tournier. Et on a fait tout ensemble, on a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à lire, on est allé jusqu'au bac. Et ensuite, donc vers l'âge de 17 ans, chacun, mon frère est monté à Paris, moi je suis resté à Aix-en-Provence pour faire justement des études de chinois et d'histoire de l'art. Et ensuite, on ne s'est jamais quittés, même lorsque nous étions séparés sur le plan géographique, parce que nous avons voyagé, nous avons fait des choses différentes. Nous nous parlions très régulièrement et je dois dire que le téléphone portable pour nous a été une invention tout à fait extraordinaire parce qu'on n'avait pas besoin de se parler beaucoup, mais on pouvait se parler quand on voulait. Et au fond, ce qui m'a manqué le plus quand il est parti, c'est justement le fait de ne plus pouvoir lui parler, de ne plus pouvoir entendre sa voix. Vous aviez une relation finalement extrêmement fusionnelle. Je pense qu'on avait une relation qui est celle de tous les jumeaux, des vrais jumeaux, parce que alors c'est très compliqué, c'est très complexe, parce que c'est à la fois fusionnel, mais chacun a également des aspirations autres et essaye de se démarquer de l'autre. Et donc il y a un va-et-vient permanent entre ce couple gémellaire que nous formons. Je dis nous, et je parle au présent, vous voyez, et cette aspiration qu'on a évidemment, qui est celle de tout être humain, d'avoir sa propre destinée et sa propre vie. Mais quand on est jumeaux monozygotes, on est en permanence ramené à cette réalité et à sa condition de gémellaire. Par exemple, quand on croise dans la rue des gens qui vous prennent pour votre frère, eh bien, évidemment, on se dit, ah bah oui, effectivement, je suis pas pareil, j'ai un double. Et donc, comme ça, toute la vie est partagée entre cette harmonie interne, puisqu'on est deux, on fait beaucoup de choses à deux, et évidemment, ensuite, la volonté de s'émanciper, et chacun menant, évidemment, la vie qu'il croit devoir mener. Alors, vous étiez deux, c'est le titre, Nous étions deux, vous n'êtes plus que seul maintenant. Comment est-ce que vous avez réussi à, quelque part, à dépasser votre chagrin, à tenter de retrouver le goût de vivre après son départ ? Alors c'est très compliqué parce que, en fait, quand on est... j'ai cru, quand il est décédé, j'avais l'impression de n'avoir qu'une jambe, c'est-à-dire d'être devenu unijambiste alors que je marchais et que, au fond, quand on a les deux jambes, on ne se rend pas compte qu'on a les deux jambes. C'est lorsqu'on en perd une, c'est ce que disent tous les gens qui l'ont perdu malheureusement ou bien qui ont eu un AVC et qui les paralyse d'un côté, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on en a deux. Et moi, j'ai dû effectivement réapprendre des tas de choses, vivre... plus sous son regard, ce qui est évidemment très difficile, mais néanmoins, on est bien obligé de continuer à avancer. Hein. Et donc, on essaie de trouver
des subterfuges pour guérir sa peine, qui est évidemment immense. On pleure beaucoup, ça a été mon cas, et c'est fait d'ailleurs beaucoup de bien de pleurer. Et puis on y pense, je pense à mon frère plusieurs fois par jour. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il dirait s'il me voyait par exemple là en face de vous? Vous voyez, donc il reste présent par la pensée. Et je me souviens qu'il m'avait dit un jour qu'au fond, tant qu'on se souvient des personnes décédées, elles continuent à exister. Et donc, j'ai sa mémoire en moi et je porte en moi une partie de ce qu'il était. Le fait d'écrire ce livre, ça a été un peu thérapeutique aussi, quelque part? Oui, ça a été thérapeutique. Je l'ai fait pour mes proches, pour mes amis, pour les gens qui me connaissent, parce que je ne m'étais évidemment jamais exprimé sur ça. Quand on est, je pense que c'est également une des caractéristiques des jumeaux monozygotes et qui ont été mises en évidence par les grands cliniciens et psychocliniciens qui se sont penchés sur la question, et en particulier René Zazot, qui a écrit un livre qui a eu un grand retentissement qui s'appelle Le paradoxe des jumeaux. En fait, le fait que vous soyez dans la bulle gémellaire fait que vous n'avez pas tellement besoin de communiquer avec l'extérieur. Et donc effectivement, je me suis dit, lorsque mon frère est parti, que finalement c'était peut-être lui mon seul ami dans la vie. Voyez. Et donc, c'est vrai que j'ai des amis, j'ai des relations, j'ai eu une vie professionnelle très, très riche. Très dense, c'est le moins qu'on puisse dire, on en parlera tout à l'heure. J'ai rencontré énormément de personnes, mais finalement, je pense que ces personnes ne me connaissaient pas. Elles ne connaissaient pas les ressorts qui me liaient à mon frère. Et c'est un peu aussi pour lui rendre hommage que j'ai écrit ce livre « Nous étions deux ». Vous écrivez que la gémellité est à la fois un grand bonheur et une vraie malédiction. Ça m'a interpellée. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous voulez, un grand bonheur, parce que comme je vous l'ai dit, on est ensemble. Alors le grand bonheur, on voit assez bien, c'est plutôt la malédiction qui m'a interpellée. Et bien justement, c'est parce que tôt ou tard, ce grand bonheur va s'arrêter, va s'achever. Et donc, il va y avoir une très grande peine, parce que forcément, il y a un jumeau qui part. Avant l'autre, oui. Forcément. Avant l'autre. Ou alors ils sont dans un avion et ils se crachent en même temps. Bon. Ce qui est peut-être arrivé d'ailleurs. Bon. Mais en tout cas, donc, ça c'est ce que le fondement de la malédiction des jumeaux. Mais il y a peut-être un autre fondement qui est plus complexe, qui est le fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde de sans pareil. Donc c'est un monde de gens qui n'ont pas de jumeaux, qui est fait pour les gens qui n'ont pas de jumeaux, et c'est tout à fait légitime, puisque les jumeaux forment 1 pour 1000 des naissances. Donc nous sommes très minoritaires sur Terre, depuis toujours. Même si aujourd'hui, les naissances gémellaires le nombre de naissances gémellaires a tendance à croître du fait de la procréation médicale assistée. Absolument. Mais néanmoins, donc, les jumeaux sont minoritaires. Et comme toute minorité, je ne dirais pas qu'ils sont persécutés, mais je pense qu'il y a une certaine incompréhension de la part des sans-pareils par rapport aux jumeaux. Et le fait de devoir mener sa vie comme un sans-pareil, parce que par exemple, c'est très rare que des jumeaux décident de rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Je me souviens, j'avais vu une émission à la télévision, on voyait 2 sœurs de 80 ans passés, qui s'étaient jamais séparés, qui étaient habillés pareil, qui avaient exactement la même voix, qui pensaient la même chose au même moment et qui s'interrompaient mutuellement parce que l'autre savait d'avance quelle était la phrase. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que vous étiez vous-même avec votre frère extrêmement en phase, tant dans les pensées, mais aussi dans la souffrance. Vous décrivez un épisode où il s'est cassé la clavicule et vous-même, vous ne pouvez plus bouger l'épaule. Et il y a quelque chose d'assez mystérieux quand même dans cette... Extrêmement mystérieux. Quand mon frère s'est cassé la clavicule, il devait avoir 8 ou 9 mois, donc c'était très très tôt. Et moi, je me souviens parfaitement du moment où notre mère a dit, mais il est tombé, parce qu'il était tombé de la table à langer où il gigotait. Moi, j'étais à côté dans le berceau, j'attendais de me faire langer. Donc, j'ai vu mon frère tomber. On l'a amené à l'hôpital. Donc, moi, je suis resté tout seul. C'était, je pense, le premier moment où on a été vraiment séparés, où je ne l'ai pas vu pendant
quelques heures, hein, le temps qu'il se fasse bander l'épaule. Et c'est vrai que j'avais mal à l'épaule, comme si moi-même j'étais tombé. Et lorsqu'il est revenu de l'hôpital et qu'il ne pouvait pas bouger le bras qui était bandé, moi également je ne bougeais pas mon bras. Donc vous voyez, et je ne le faisais pas exprès, hein, c'est mes parents qui ensuite nous l'ont raconté. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect extrêmement mystérieux dans la façon dont les relations s'établissent entre les jumeaux. Ils peuvent, tout en étant à des milliers de kilomètres, penser la même chose au même moment, ressentir les mêmes joies et les mêmes peines, tout simplement parce que ils sont issus du même moule, hein, sur un plan génétique. Ouais. Les deux génomes sont parfaitement identiques. Et c'est ensuite, donc, sur cette base totalement conforme et identique que va se greffer l'expérience, la modification du parcours de chacun, de la vie. Et donc, chacun, au fond, au cours de sa vie, sculpte sa statue intérieure en particulier. Et évidemment, la vie fait que chacun la sculpte à sa façon et que, à la fin, les statues sont forcément différentes les unes des autres. Mais chez les jumeaux, l'âme de cette statue, le cœur de cette statue est le même, puisqu'ils sont issus du même moule. Donc vous voyez, c'est ça la complexité gémellaire, et c'est cette complexité que j'ai essayé de décrire dans Nous étions deux. Et c'est très bien que vous l'ayez décrite, parce qu'en fait, on ne sait pas toujours très bien comment ça fonctionne, cette complexité gémellaire, a fortiori quand on n'est pas du tout concerné par le sujet. Et ce qu'on découvre, c'est que dans un couple gémellaire, il y a un dominant et un dominé. Et vous décrivez que lui était le bon élève, vous un petit peu le saltimbanque. C'est intéressant, parce qu'effectivement, quand on connaît peu le sujet, on sait mal tout ça. Mais c'est-à-dire que, comme il y a volonté de se différencier, puisqu'on est tiraillé entre la volonté de faire pareil que son pareil, mais de se différencier de lui. Donc il y en a un qui va jouer le rôle de bon élève, et l'autre qui va jouer le rôle de saltimbanque. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et chacun creuse son sillon. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui est le bon élève et que c'est moi qui suis le saltimbanque? Là, honnêtement, je ne saurais pas. Ça vous allait comme partage des rôles, ou ça m'allait totalement comme partage des rôles, parce que j'ai m'étais dit depuis le début que de toute façon, il avait de meilleures notes que moi parce qu'il était meilleur que moi. Et donc, vous êtes loin d'être un mauvais élève. Hein. Non, mais diplômé de l'ENA, vous avez un parcours qui est tout à fait remarquable. Oui, donc c'est assez amusant de penser qu'étant enfant, vous aviez plutôt cette étiquette-là. Oui. Et au fond, si vous voulez, j'étais un peu comme le second dans le peloton cycliste, et donc qui est derrière la roue de celui qui est en tête et qui prend le vent. Et donc, finalement, c'est assez commode. Hein. C'est assez commode parce qu'on n'a pas on n'a pas la pression d'être obligé d'être le meilleur, puisqu'on ne l'est pas. Et donc, on arrive comme ça à se positionner. Et moi, j'ai tout à fait, depuis le début, j'ai admis que Jean-Benoît était le dominant et que moi-même, j'étais le dominé. Et lui, ça lui allait bien aussi, j'imagine, comme... Écoutez, ça, c'est une vraie question, parce que, en fait, on n'en a jamais parlé de manière aussi... Parce que, si vous voulez, c'est comme les évidences. Les évidences ont une telle force qu'au fond, elles sont là. On ne les évoque pas, puisque c'est évident. On ne les évoque pas, puisqu'elles sont sur la table. Ouais. Et donc, je pense, avec le recul, qu'il a souffert. Qu'il a souffert de devoir être le premier, de devoir être le bon élève, de devoir être le sage, alors que moi, j'étais le fou. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous n'avez pas évoqués avec lui, par pudeur, ou parce que c'était justement des évidences tellement évidentes qu'on ne les abordait pas et que vous regrettez de ne pas avoir abordé? Pas énormément. Pas énormément, parce que avec mon frère jumeau, on avait une communication. Les choses étaient tellement implicites et tellement... on était tellement sur la même longueur d'onde qu'au fond, c'était plutôt... on savait que sur le 90% du spectre, on était d'accord. Vous voyez, sur les choses, sur la vie, sur la façon de mener sa vie, sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc, pour le reste,
où on avait, disons, des goûts différents, ce qui est tout à fait normal, on considérait de toute façon que c'était secondaire, vous voyez, que c'était accessoire par rapport à l'essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'a jamais voulu, au fond, faire l'inventaire des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Parce qu'elles nous paraissaient de toute façon peu importantes par rapport au reste et par rapport à ce qui nous unissait. Alors on va parler d'une autre actualité qui est la vôtre. C'est un autre livre qui s'intitule La petite voleuse de la soie. Vous êtes un écrivain sinologue, on le disait au début, vous avez écrit énormément de romans qui se déroulent dans la Chine millénaire. Alors peut-être avant de parler de La petite voleuse de la soie, on a dû vous poser la question 1000 fois, mais comment est née cet attrait, cette passion, cette fascination pour la Chine? Est-ce qu'il y a aussi loin que vous vous souvenez, un élément déclencheur? Ah oui, tout à fait. Ça a été l'album de Tintin et le Lotus Bleu, ah oui. qui m'a été offert, d'ailleurs par mon frère, pour mes 8 ans. Et là, moi, c'est une j'avais révélation. offert un autre album, Ouais. L'île Noire, et lui m'avait offert Tintin et le Lotus Bleu. Et en ouvrant cet ouvrage, qui est tout à fait extraordinaire, moi qui n'avais jamais entendu parler de la Chine, moi dont le milieu familial était beaucoup plus porté sur l'Antiquité romaine, grecque, l'Europe que l'Asie ou les civilisations asiatiques, moi j'ai été absolument fasciné par ce que j'ai vu, et en particulier par l'écriture chinoise et par le fait que les caractères s'écrivent de haut en bas, que ça n'est pas une langue alphabétique. Quand on regarde, quand on feuillette l'album d'Hergé, on est fasciné par la façon dont il a décrit les rues de Shanghai. Hergé d'ailleurs avait un ami chinois, Chang, qui était un émigré chinois qui habitait Bruxelles et qui l'a beaucoup aidé à réaliser cet album. Et donc c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis passionné pour la Chine, et lorsque j'ai passé mon bac et que j'ai commencé à faire les études supérieures à Aix-en-Provence, je me suis inscrit à la licence de chinois qui venait d'ouvrir à la faculté d'Aix, et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'ensuite je suis devenu pour la Chine. Alors en 2004, vous avez publié un livre sur la vie de Bouddha. En 2013, c'était un livre sur la vie de Confucius, puis le dictionnaire amoureux de la Chine, un dictionnaire de plus de 1000 pages, aux éditions Plomb. Donc de nouveau, je le disais, l'Asie, elle est au cœur de votre actualité avec La petite voleuse de la soie. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots de ce livre? Alors, La petite voleuse de la soie, si vous voulez, c'est un roman, donc c'est une fiction, mais qui part d'un fait qui est documenté sur le plan historique. C'est sous l'empire des Han, c'est-à-dire au IIe siècle, en gros, au IIIe siècle après Jésus-Christ, où la Chine est déjà le plus grand empire constitué au monde, créé par le fameux premier empereur, dont on a retrouvé le tombeau et les fameux cavaliers en terre cuite, Qin Shi Huangdi. Et donc ce pays, qui est dirigé par un empereur, possède un trésor extraordinaire qui est le secret de fabrication de la soie. Et d'ailleurs, la route de la soie a déjà commencé à exister, et les premiers tissus en soie sont déjà arrivés en Europe à ce moment-là, et notamment à Rome, où les femmes deviennent folles des écharpes en soie et des tuniques en soie. Et on commence déjà à parler à ce moment-là du pays des gens qui fabriquent la soie, la Serica, le pays des serfs. Et c'est à ce moment-là, donc au IIIe siècle après Jésus-Christ, qu'il va se passer un épisode tout à fait particulier dans l'histoire de la Chine. Une princesse chinoise va s'enfuir sur la route de la soie avec des graines de cocon, des graines de mûrier, pardon, et des œufs de ver à soie. Et donc, pour l'amour d'un prince d'une oasis, et c'est comme ça que, un beau jour, les Chinois, et notamment l'empereur, va s'apercevoir qu'il n'y a plus le monopole, que son pays n'a plus le monopole de la fabrication de ce tissu extraordinaire. Et l'une des conséquences de la perte de ce monopole, parce que ce monopole était préservé d'une manière tout à fait extraordinaire. On tissait la soie dans des
usines gardées, les gens les femmes, surtout les femmes, qui s'occupaient, nourrissaient les vers à soie, faisaient le dévidage des cocons, tissaient le fil et ensuite le brodaient, étaient des prisonnières. Hein. Donc tout ça était parfaitement maîtrisé, parfaitement sécurisé. Et lorsque on s'est aperçu que ce secret qui faisait la richesse du pays était parti, ça a donné lieu à des bouleversements politiques si importants que l'empire chinois, à ce moment-là, s'est effondré et que la dynastie des Han est tombée. Et donc c'est ce que je raconte dans ce livre, où je dépeins une petite orpheline, donc la petite voleuse de la soie, qui, par suite à des événements tout à fait fortuits, va se retrouver être obligée de s'enfuir de la capitale, où elle était devenue une sorte de... Enfin, la directrice du lieu de fabrication de la soie, ce que j'appelle dans mon livre le lieu interdit, par référence à la cité interdite. Et donc, elle va partir avec ces vers ces œufs de verre à soie et ces graines de mûrier dans son chignon. Ce chignon sera dénoué par un prince dont elle va tomber amoureuse, et c'est dans l'oasis de ce prince qu'elle va pouvoir planter les graines de mûrier et puis faire éclore les œufs des vers qui vont donner des cocons. Et c'est comme ça que la Chine sera concurrencée, la grande Chine sera concurrencée par la petite oasis. Sacrée épopée, comme quoi ça tient un peu de choses. choses. Si vous voulez, l'histoire est souvent faite de petits riens. Absolument. Mais écoutez, moi je vais m'enfuir, non pas sur la route de la soie, mais dans un espace tout près d'ici. Je vais vous laisser seul sur ce plateau pour vivre une expérience inédite. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, Joseph Frêche. À tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé, Joseph Frêche? Oui. Vous avez un repose-pied, si vous avez envie d'allonger vos jambes, faites vraiment comme chez vous. Et vous connaissez peut-être le principe, il est très simple. Je vous propose une série de mots, à charge pour vous de me dire ce qu'ils vous inspirent. On va commencer avec le temps. Le temps, pour moi, c'est à la fois une rivière qui coule et une poignée de sable. C'est-à-dire, on croit le saisir et il vous échappe. En quoi est-ce qu'il vous échappe ? Il échappe parce que le temps s'écoule, parce que le présent, même si on se concentre sur le présent, si on est content du présent, le présent passe. Et donc, on est tout de suite projeté dans l'après. Et quand on est projeté dans l'après, le passé s'est déjà enfui. Et donc, on est comme ça. Il y a d'ailleurs les philosophes chinois ont toujours cette très très belle image du temps. Le temps, c'est comme un fleuve qui s'écoule. Les êtres sont sur ce fleuve, mais néanmoins, le fleuve, tous les fleuves et toutes les rivières finissent toujours par arriver à la mer. Est-ce que vous avez la nostalgie de certaines périodes qu'on pourrait qualifier de périodes dorées ? Tout le temps. J'ai la nostalgie de mon enfance. J'ai la nostalgie de la France des années 70-80, lorsque moi j'ai commencé dans la vie professionnelle. À l'époque, tous les jeunes qui étaient un tant soit peu diplômés trouvaient un boulot sans aucun problème. Un étudiant pouvait trouver un studio à Paris sans aucun problème. Il n'était pas obligé de travailler dans un fast-food pour gagner de l'argent et pour faire face à ses besoins. Donc effectivement, j'ai la nostalgie de cette époque, une époque où sur la planète, nous étions moins de 5 milliards de personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards, bientôt 7 milliards et demi, et on annonce de façon inéluctable 9 milliards d'habitants. Et je pense que toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, toutes les modifications, tous les chamboulements auxquels nous faisons face, que ce soit le changement climatique, que ce soit une certaine violence qu'on voit dans toutes les sociétés, des révoltes populaires, les insatisfactions, les frustrations, les inégalités, je pense, elles sont liées au fait que nous sommes extrêmement nombreux par rapport à ce que peut-être nous devrions être. C'est comme Lévi-Strauss l'avait dit avant moi.
Vous évoquiez la nostalgie. C'est une nostalgie que vous cultivez, une nostalgie qui vous met plutôt en joie, une nostalgie qui vous attriste? Non, parce que je n'aurais pas tendance à dire c'était mieux avant, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui existent et qui sont beaucoup mieux que ce qui avait cours avant. La nostalgie, au fond, c'est peut-être que moi, je suis nostalgique du temps où j'avais 20 ans, quoi, voilà. Et vous voyez, par exemple, on a beaucoup dit, lorsque le président Chirac est décédé là, il y a quelques semaines, il y a eu une immense tristesse et énormément de Français ont été bouleversés. Parce que je pense que les gens sont nostalgiques de l'époque de Chirac, où effectivement les temps étaient peut-être moins difficiles qu'aujourd'hui, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées. Et la Chine ancienne, dont vous parlez beaucoup dans vos ouvrages, est-ce que c'est une période dont vous êtes nostalgique, sans forcément l'avoir connue, évidemment? Non, je ne serais pas nostalgique de la période de la Chine ancienne, parce que c'est une période terrible, hein, où quand même il y avait, alors pour le coup, des famines, une chape de plomb, les 9/10 de la population étaient des esclaves, hein. Et d'ailleurs, vous savez, les Chinois, les 1,4 milliard de Chinois qui aujourd'hui font partie du pays le plus puissant de la planète, hein, et qui est déjà la première puissance économique du monde, même si par tête d'habitants, ils sont moins riches que les États-Unis. Tous ces gens, il y a encore 40 ans, avaient des conditions de vie extrêmement difficiles, hein. Et donc la Chine ancienne, je ne peux pas être nostalgique de la Chine ancienne. Ce qui m'intéresse beaucoup en revanche, c'est d'étudier la Chine ancienne. Et au fond, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que la Chine s'est construite justement parce que ça a toujours été le pays le plus peuplé du monde. Lorsque les Han, puisque vous savez que les Han sont 95% de la population chinoise, lorsque les Han se sont sédentarisés dans la grande boucle du fleuve Jaune, pardon, ils étaient déjà, je pense, beaucoup plus nombreux que les hommes qui habitaient de la Sibérie ou de la Dordogne ou de l'Espagne. Donc ils ont été tout de suite obligés de s'organiser. Ils se sont organisés d'une façon pyramidale. Ils ont choisi l'ordre, c'est clair. De tout temps à jamais, la Chine a été dirigée par des potentats, par des empereurs. Les Chinois se sont inventés cette morale collective qui est le confucianisme et qui fait que pour un individu, il est tout à fait normal de se soumettre à la collectivité. Ça, c'est dans l'âme chinoise depuis les origines. Les pays confucéens sont également, Confucius et cette morale sociale ont essaimé au Japon, qui est également un pays confucéen, en Corée, qui est également un pays confucéen, qui sont des puissances économiques également très importantes. Et donc, ce qui est fascinant lorsqu'on étudie la Chine ancienne, c'est de voir comment la contrainte démographique, finalement, a influé sur l'organisation sociale. Et je pense que l'un des problèmes que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on parle notamment en Europe de la crise des démocraties, je pense que le grand défi que nous allons devoir aborder dans les années à venir, c'est de concilier justement un certain ordre à la fois social, écologique, pour préserver les ressources naturelles et la biodiversité, et la liberté dont nous jouissons grâce à la démocratie. Vous voyez, la Chine, elle a fait une croix sur la démocratie. Paradoxalement, pour les Chinois, pour l'immense majorité des Chinois, ça n'est pas un problème, hein. Certes, il y a des Chinois, et notamment les Chinois intellectuels, l'élite, qui aimeraient jouir de la liberté dont nous jouissons, nous, en France ou en Italie ou ailleurs, mais l'immense majorité des gens n'ont pas ce type de préoccupation. Et nous ne devons pas les juger, nous ne devons pas considérer qu'ils sont aliénés ou qu'ils sont sous-développés, nous devons prendre acte de ce type de situation. Et je pense que l'Occident, aujourd'hui, vu la crise planétaire
qui est celle que nous traversons, doit se garder de jouer les juges, les censeurs, le donneur d'exemple, en mettant en avant des principes auxquels nous sommes attachés, nous, occidentaux, mais qui ne sont pas forcément les principes auxquels sont attachés le reste de la planète. Et n'oublions pas aujourd'hui que les occidentaux, nous sommes minoritaires. On recevait sur ce plateau très récemment Amin Maalouf qui porte un regard extrêmement pessimiste, on va dire, sur l'avenir et sur cette question du temps qui passe. Je voulais savoir si, à l'échelle mondiale, vous étiez plutôt serein sur l'avenir de notre monde. Comment pourrait-on être serein ? Bon, je ne vais pas me lancer dans des considérations de type écologique parce que je pense que là-dessus, tout le monde se rend compte qu'il y a moins d'oiseaux, que lorsqu'on prend sa voiture, le soir, il y a beaucoup moins d'insectes écrasés sur le pare-brise. Je voyais la semaine dernière des chasseurs qui me disaient qu'il y a 15 ans, les vols de grives, c'était des véritables nuages de grives. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de grives dans le ciel. Donc je ne vais pas me livrer à ce type de considération parce que je pense qu'il y a suffisamment de choses alarmantes pour qu'on n'en rajoute pas en ce qui concerne le problème écologique. Moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est l'organisation générale du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurions besoin, au fond, d'une espèce d'ONU, non seulement de la nature, mais de ce qu'on appelle les biens communs. Vous voyez, les biens communs, c'est ce qui, de mon point de vue, appartient à l'humanité, n'appartient pas à un pays, n'appartient pas à une classe, n'appartient pas et encore moins à une personne. Par exemple, l'Amazonie. Il est évident que l'Amazonie est un bien commun, parce que s'il n'y a plus d'Amazonie, on ne pourra plus respirer, non seulement au Brésil, mais également en Europe. Bon. D'autres biens communs, par exemple, moi j'aurais rêvé que lorsqu'on a découvert du pétrole, les premiers forages pétroliers qui ont eu lieu aux États-Unis et ensuite en Arabie Saoudite, qu'on ait dit que quelqu'un ait eu l'intelligence de dire tout ce qui est dans le sous-sol appartient à l'humanité, n'appartient pas à un pays, au pays qui est au-dessus, appartient à l'humanité et ça va être géré de manière transparente et de manière juste. Vous voyez, donc là, ce sont des exemples peut-être un peu caricaturaux que je donne, mais je pense que nous avons absolument besoin de ça aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, que nous en sommes extrêmement loin, extrêmement éloignés. Nous sommes coincés, c'est un peu le sentiment que j'éprouve, et je rejoins de ce point de vue-là Amin Maalouf, dont j'ai lu le livre. Hein. Nous sommes coincés dans des organisations qui ne correspondent plus du tout à l'urgence du temps présent. Et au fond, je pense que l'une des façons l'un des objectifs qu'on peut se donner pour faire face à ce type de situation, au fond, ce sont les objectifs tout à fait personnels. Moi, je crois maintenant à l'obligation d'une morale individuelle. Je pense qu'à partir du moment où les États ne sont plus capables de mener à bien ce pourquoi ils sont faits, regardez encore ce qui s'est passé récemment au Mexique, où la police est allée arrêter le fils d'un trafiquant. Elle est obligée de le relâcher très vite parce que les trafiquants avaient commencé à tirer dans la foule, dans la ville où le fils d'El Chapo habitait. Vous voyez, donc ça montre la déliquescence totale de l'État. L'État ne protège plus, n'est plus en mesure de protéger. Et ça, malheureusement, dans énormément de pays du monde. Heureusement, pas en France. En France, je dirais, de ce point de vue-là, et malheureusement, peut-être que nos compatriotes n'en sont pas suffisamment conscients, nous sommes dans une véritable oasis, je pèse mes mots, une oasis par rapport à l'état du monde et même par rapport à des pays qui sont mitoyens des nôtres, comme par exemple l'Italie. L'Italie où où l'État a un rôle qui est beaucoup plus déliquescent encore que ce qui est le cas dans notre pays. Et donc je dirais que je ne suis pas... j'ai peur, notamment pour mes petites filles, j'ai 3 petites filles,
j'ai peur pour mes petites filles, des temps qui arrivent. Je pense que les jeunes, et en particulier les jeunes instruits, alors j'espère que ce n'est pas uniquement les jeunes instruits des pays du Nord, vous voyez, que toute la jeunesse va se mobiliser. Je pense que les jeunes, et grâce en particulier à la communication, à Internet, aux réseaux sociaux, sont tout à fait au courant maintenant des problèmes qui nous font, que nous devons affronter et qu'ils sont en train de se mobiliser. Donc moi, j'ai quand même cette espérance que la jeunesse va prendre son destin en main et faire en sorte justement que ce que j'appelle les biens communs soient préservés, soient développés et soient équitablement partagés. Parce que si ça n'est pas le cas, je crains malheureusement que l'on revienne à des temps malheureusement extrêmement violents et extrêmement pénibles, et en particulier pour les plus pauvres et pour les plus démunis. Je voulais à présent soumettre à votre sagacité un autre terme, c'est le mot beauté. La beauté, si vous voulez, la beauté, elle est partout. Hein. La beauté est partout. Et il faut savoir simplement, c'est une affaire de point de vue. Hein. Moi, par exemple, quand je fais du vélo avec mes chiens et que je traverse des vignes, je trouve que je suis dans un cadre d'une beauté absolue et que mes chiens sont extrêmement beaux parce qu'ils sont très heureux, ils courent, ils vont fouiner partout. Et donc ça, c'est un aspect de la beauté. Un autre aspect de la beauté, c'est évidemment la musique. La musique, quand j'écoute toutes sortes de musique, mais en particulier Jean-Sébastien Bach, les variations Goldberg par Glenn Gould, ou l'introduction, le grand chant de la Passion selon saint Matthieu, le grand chant d'introduction. Bon, mais c'est vrai que là, la beauté du monde, la beauté de la création, elle vous saute à la figure. Hein, elle vous saute à la figure. Nous devons, là aussi, faire en sorte que notre monde demeure beau. Que notre monde demeure beau. Je rejoins là-dessus Alain Finkielkraut qui dit que l'écologie doit également être une écologie de l'esthétique. C'est-à-dire que nous ne devons pas, au nom de principes qui ne sont pas du tout démontrés, saccager nos paysages. Je déplore par exemple que dans certains endroits on ait implanté des centaines d'éoliennes quand on sait qu'une éolienne n'a pas une durée de vie supérieure à 30 ans, que c'est un mécanisme extrêmement difficile ensuite à recycler. Je me souviens d'avoir vu en Californie des champs avec des milliers d'éoliennes qui rouillent, qui avaient été installées il y a 30 ans et qui ne servent plus. Donc je dirais que nous devons faire en sorte que la beauté du monde soit préservée, justement parce que nous devons léguer à nos enfants, à ceux qui vont venir après, quelque chose qui soit, j'espère, encore plus beau que ce que nous avons reçu. Et malheureusement, je pense que dans ce domaine-là, il y a énormément à faire. Mais pour moi, vous voyez, si je devais trouver un mot équivalent à celui de beauté, je dirais beauté, virgule, consolation. Il y a quelqu'un derrière vous, quelqu'un selon vous, pardon, derrière toute cette beauté? Écoutez, ça c'est une question vertigineuse que je n'arrête pas de me poser. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas dire qu'il y a absolument quelqu'un derrière cette beauté. Par contre, ce que je peux me dire, c'est que cette beauté n'est pas uniquement le fait de ce que Jacques Monod, le prix Nobel, appelait le hasard et la nécessité. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui est derrière tout ça, à la fois derrière ce que nous pouvons regarder, mais également dans la façon dont fonctionne notre cerveau, parce que finalement, si nous trouvons que le monde est beau ou que le monde doit être beau, c'est parce que notre cerveau est fait de telle sorte qu'il veut trouver
qu'il cherche la beauté de ce qui l'entoure. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, derrière la beauté, il y a quelque chose qui nous dépasse, ou quelqu'un qui me dépasse. La beauté, on a le sentiment pour vous que c'est souvent, enfin que vous la rapprochez souvent de l'exotisme. Vous êtes beaucoup intéressé à l'exotisme. D'où la question. Il y a la beauté du semblable, la beauté de ce qui est différent. Je ne pense pas que la beauté soit ou exotique ou pas exotique. Je vous l'ai dit au départ, lorsque je me promène avec mes chiens et que je trouve qu'ils sont beaux, cela n'a absolument rien d'exotique. Lorsque je vois un petit enfant qui fait ses premiers pas dans un square, je trouve ça extrêmement beau et cela n'a rien d'exotique. L'exotisme, au fond, c'est un concept qui est né au XIXe siècle, hein, avec en particulier Pierre Loti, le japonisme, etc., où l'occidental cherchait un peu la nouveauté, cherchait la bizarrerie, vous voyez. Donc c'était, au fond, c'est un mot, l'exotisme, c'est un mot que je n'aime pas trop, parce que c'est un mot qui est connoté, et c'est un mot qui met à distance des civilisations et des peuples qui en fait sont tout à fait semblables à nous-mêmes, même si ils sont différents sur le plan physique. Je le disais tout au début, vous avez été conservateur au musée Guimet, maître de conférences à l'école du Louvre. On sait à quel point vous êtes passionné pour l'univers muséal. Alors de la même façon que vous nous racontiez tout à l'heure comment était née votre passion pour l'Asie grâce à Tintin et le Lotus bleu, comment est née cette passion pour les musées qui sont des véritables antres de la beauté? Alors ça, je pense que c'est lié à l'éducation. Nous avions, mon frère et moi, des parents qui étaient... qui nous ont appris qu'il y avait des choses belles, qui nous amenaient voir des expositions, qui étaient, eux, extrêmement croyants et qui nous ont amenés, puisqu'à une époque, on a habité au Portugal, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Avila, à Tolède, à Burgos, et ensuite... à Vézelay. Donc, vous voyez, je pense que là, cet attrait pour les belles choses façonnées par la main de l'homme, pour l'art occidental, mais également pour l'art non occidental, c'est quelque chose auquel nous avons pris goût lorsque nous étions tout jeunes, parce que justement, nous avions des parents qui trouvaient que c'était important. Et pour moi, ça a été, je pense, un très grand cadeau qu'ils nous ont fait que de nous faire comprendre de manière très subtile qu'il n'y a pas que l'argent, qu'il n'y a pas que les nourritures matérielles, mais que les nourritures spirituelles sont extrêmement importantes. Et la beauté fait partie, au premier chef, des nourritures spirituelles. Alors c'est une transition parfaite pour le dernier terme que je voulais vous proposer, c'est âme. L'âme, comment définir l'âme? L'âme, je vous le disais au début de notre conversation, c'est ce qui est à l'intérieur de la statue que nous sculptons. Donc l'âme, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est à l'intérieur de nous, qui nous dépasse. Est-ce qu'elle nous survit? C'est une grande question. Moi, je suis très frappé, puisque j'ai étudié beaucoup les religions asiatiques et également les religions orientales, le manichéisme, par exemple le zoroastrisme. Au fond, dans toutes les religions, il y a cette notion spirituelle de quelque chose qu'on ne voit pas et dans lequel on peut s'incarner ou qui fait partie de soi. Donc toutes les religions, à des degrés plus ou moins divers, ont cette notion d'âme. Je pense que
pour comprendre les religions et pour comprendre au fond ce qu'est l'âme, il faut également savoir de quoi sont faites les religions et d'où elles viennent. Vous voyez ? Je pense que les religions ont eu toute une histoire et elles ne s'expliquent que par l'histoire qu'elles ont eue, avec effectivement le passage progressif du polythéisme au monothéisme, la conception d'un Dieu unique. Ensuite, ce Dieu unique qui, pour les chrétiens, envoie son Fils, donc bonne nouvelle, pour montrer aux hommes, aux êtres humains, aux pauvres êtres humains, qui sont quand même dignes d'écoute. Donc, ça n'est pas uniquement un Dieu terrible qui commande et à qui il faut obéir, mais c'est un Dieu qui aide, qui envoie un Dieu secourable. Bon. Et donc, effectivement, devant ce Dieu, il y a des âmes, il y a nos âmes. Dans les religions japonaises, les arbres ont une âme, c'est l'animisme, les pierres ont une âme, il y a des esprits. Donc je dirais que l'âme, c'est dans le domaine spirituel. Ça caractérise également la façon dont une personne se comporte. Quand on dit, par exemple, c'est une belle âme, je pense qu'on a tout dit de quelqu'un. Et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une personne que de lui dire « tu as une belle âme ». C'est un beau compliment en effet. Merci en tout cas pour de vous être livré sur ces différents mots passionnants et vertigineux. On se donne rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite. Vous parliez à l'instant, José Frêche, de vos 3 petites filles et je me demandais finalement ce que vous aviez envie de leur transmettre. C'est très difficile à dire. Ce que je voudrais, c'est d'abord je voudrais qu'elles comprennent le monde dans lequel elles sont. Bien sûr qu'elles soient heureuses. Hein, bon. Qu'elles comprennent le monde dans lequel elles sont. Qu'elles aillent au-devant des autres. Et puis, qu'elles soient protégés par leurs parents, comme nous-mêmes, comme moi et mon frère, avons été protégés par nos propres parents, ce qui est le cas. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas d'inquiétude. Vous, qu'est-ce qui vous reste vous avez un peu parlé de votre jeunesse, de votre éducation, de ce que vos parents vous ont transmis comme éducation par l'amour de l'art, les voyages, etc. Mais qu'est-ce qui vous reste de votre éducation chrétienne? Est-ce que vous avez une éducation un peu religieuse? Il me reste tout. Oui. C'est-à-dire qu'il est clair que lorsqu'on a eu... c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que on a une histoire. Hein. Il y a l'histoire des religions et il y a l'histoire de la personne qui a été élevée religieusement. Ça a été le cas et le cas de mon frère. Donc il est évident que ce sont des choses qui restent énormément parce qu'elles ont... Je ne saurais même pas dire quelles sont les conséquences tellement elles sont importantes, hein, puisque au fond, c'est comme si on était plongé dans un bain on est une lame d'épée et puis on vous plonge à un moment donné donc, pour fortifier cette lame. Et ensuite, évidemment, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement fort, à la fois parce que ça provoque en vous des pensées où vous dites mais au fond, ça, c'est pas vrai, ou on m'a infligé des contraintes qui n'en étaient pas, mais également parce que vous avez, lorsque vous êtes élevé par des parents qui sont pratiquants et que donc vous allez au catéchisme, vous faites votre communion, votre confirmation, vous vous mariez religieusement, etc., vous avez cette proximité avec... les sacrements, bien sûr, que vous avez reçus. Ensuite, la vie s'écoule, donc vous prenez, ou pas d'ailleurs, ça dépend des personnes, une certaine distance par rapport à ce que vous avez vécu et à ce que vous avez eu. Mais par exemple, moi j'ai eu la chance d'entrer en 6e au lycée Chateaubriand à Rome. Et donc...
d'assister aux grandes messes sur la place Saint-Pierre, d'aller au Forum romain alors qu'on apprenait Cicéron en classe, de voir le tombeau de Saint-Pierre. Donc, si vous voulez, et il est clair que, moi je suis historien de formation, il est clair que tout Saint-Pierre, le Christ, tout ça, ce sont des personnages qui ont existé, c'est évident. Sinon, il n'y aurait pas tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue à se passer. C'est pas par hasard qu'on a construit des cathédrales, qu'il y a eu des reliques, etc. Après, quelle était la nature du Christ qui a existé? Était-il réellement le Fils de Dieu et est-il sorti et la Vierge Marie n'a-t-elle pas été fécondée par son époux? Ça, pour le coup, je n'en sais rien. Vous voyez, mais néanmoins, moi, je crois profondément au fait, je crois à l'écoulement de la tradition découlant de faits qui ont existé. Je pense que tous les fidèles, tous les chrétiens qui ont donné leur vie, soit pour ramener des reliques, soit au nom de la foi, ils le faisaient et ils l'ont fait. Et donc, moi, je suis quand même tributaire de cette tradition. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, je regrette que dans la Constitution européenne, on n'ait pas dit que l'Europe a des origines chrétiennes, parce que je pense que nous avons en Europe des origines chrétiennes, et que c'est en particulier à cause de ces origines que nous sommes ce que nous sommes, qu'on le veuille ou non. Voyez, ça ne veut pas dire ensuite que c'est nous qui détenons la vérité ou que les autres sont inférieurs. Non, mais je pense que nous devons nommer les choses, c'est très important, et nous devons savoir absolument d'où nous venons, quelle est notre histoire, quel est notre passé. C'est ça que j'aimerais que mes petites filles aient également en tête lorsqu'elles deviendront plus grandes et qu'elles commenceront à marcher toutes seules et à faire leur parcours. Une dernière question, vous nous avez parlé de votre frère, vous nous avez parlé de l'âme. Vous l'imaginez où, votre frère, en ce moment, quand vous pensez à lui? Je l'imagine, par exemple, dans ce studio, en train là, peut-être derrière cette jolie lampe, en train de nous écouter. Je ne sais pas où il est, en tout cas, je sais qu'il est là. Vous voyez. Ça, j'en suis certain, qu'il est là et qu'il me regarde et je l'écoute. En tout cas, la façon dont vous parlez de lui dans votre livre est extrêmement émouvante. Je rappelle le titre, c'est « Nous étions deux », paru aux éditions XO. Merci d'être venu nous parler de lui, nous parler aussi de votre regard sur la vie, sur l'existence. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de KTO. Bonne soirée, à bientôt.